Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Doing DZ. Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat en Algérie. Vous le savez tous, le principe est simple. Chaque semaine, un nouvel invité, une nouvelle rencontre à travers laquelle nous décortiquons un peu, ou du moins nous essayons un peu de décortiquer le parcours de cet invité afin d'en tirer le maximum d'enseignements. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le créateur et le fondateur du site elkeria.com, Monsieur Lotfi Ramdani. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je vous propose directement d'aller regarder le portrait de notre invité préparé par la rédaction et on se retrouve juste après. Lotfi Ramdani est un entrepreneur algérien, fondateur du site keria.com, un portail dédié aux annonces inhérentes au marché immobilier en Algérie. Il s'était jusque-là spécialisé dans ce domaine avant de céder à son flair entrepreneurial et écouter un marché qui le pousse à se diversifier. Il lance alors un média des médias qui s'appelle Média des Z, qui traite et critique l'actualité médiatique du pays. De retour sur le plateau de Radio M en compagnie de notre invité, Monsieur Ramdani. Monsieur Ramdani, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, histoire de nous familiariser avec vous? Comment pouvez-vous justifier l'existence, par exemple, du site elkeria.com? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, au fait, Elkeria a été créé pour répondre à un besoin. C'est ce que j'essaie de faire souvent, donc avec Elkeria, avec d'autres sites aussi qu'on édite. C'est d'essayer d'identifier des besoins et on essaiera de répondre à un besoin. C'est un peu notre formule. Elkeria, au fait, il y avait un vide dans le web algérien, mais ça date d'il y a 7 ou 8 ans, hein, c'était en 2009. Et en surfant, en fait, on n'avait que des sites d'annonces, de petites annonces. 2009, c'était l'année de lancement du site, du coup? Oui, c'est ça. Okay. Donc début 2009. Et en fait, on avait remarqué qu'il n'y avait pas un portail immobilier qui répondait, qui reprenait un petit peu tout ce qui se disait ou simplifiait un petit peu la loi. Et du coup, on avait commencé par simplifier un petit peu tout ce qui est réglementaire. Donc on était allé voir dans les lois et règlements. Et on simplifie un petit peu dans un langage un peu compréhensible et simple. Et mettre des fiches sur la ADL 2001-2002. À l'époque, il n'y avait pas le 2013. Et il y avait le LSP, les aides, etc. Et après, de fil en aiguille, on était passé à faire des fiches sur les promoteurs, des annuaires donc de professionnels, agences immobilières, promoteurs immobiliers, architectes, notaires. Et aujourd'hui, on est très présent. En tout cas, notre annuaire pour les notaires et architectes, c'est le premier en Algérie. Et on donne de la visibilité pour les autres professionnels de l'immobilier. Et l'idée, c'était ça, en fait. On avait créé un forum aussi, on répondait aux questionnements des Algériens. On a des fiches questionnement pendant tout ce qui est immobilier. En fait. Des fiches sur... Donc c'est un site spécialisé immobilier. Ah oui, on fait que l'immobilier. D'accord. On nous a souvent demandé de nous diversifier, mais en fait, pour être bon, il faut se spécialiser. Et c'est aussi une stratégie aussi, donc qui n'était pas forcément la vôtre. En fait, la stratégie, c'était de combler un vide. D'accord. De répondre à un besoin. Si on commençait à répondre à tout, on n'avait pas les ressources humaines déjà et financières pour le faire. Et l'idée, c'est de même si on voulait le faire, comme on l'a fait récemment avec Média des Z, on a créé un média pour les médias, donc on traite notre l'actualité médiatique. Donc on a fait un portrait de Radio M, de 3 radios et d'autres médias, et on suit un petit peu l'actualité. Et c'est ça, en fait, on essaye de se spécialiser pour pouvoir se distinguer, parce que si on faisait tout comme tout le monde, c'est très difficile de se distinguer. En tout cas, on pourrait se distinguer, mais ça nous prendra beaucoup plus de temps. Donc le fait de choisir un créneau, d'autant plus qu'il répondait à un besoin, et on l'a vu rapidement en 2013 avec le relancement des formules publiques, donc AADL et LPP. LPP, oui. Donc il y avait un engouement et on était très présents. Très apprécié, en tout cas, avec peut-être pas de tout le monde, mais d'une large frange des souscripteurs. On a essayé de les accompagner et d'être un peu critique aussi vis-à-vis de l'agence AADL et de l'EMPI quand il y avait des dysfonctionnements. Donc c'est un site un peu fédérateur des annonceurs immobiliers, quoi. En fait, c'est un portail immobilier. Donc on essaye de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser dans le domaine immobilier en Algérie. Et j'ai cru comprendre que vous
ne travaillez qu'avec des professionnels. Donc, vous faites un peu du business, to business. Donc, là, c'est la genèse de ce qu'on a fait. Après, il y a 2 ans, donc on faisait pas d'annonce immobilière, on faisait très peu, et c'était ouvert à tout le monde. On faisait pas de vérification ni rien. Et en fait, on a décidé en 2017 de restreindre l'accès au site pour les annonceurs. Donc, on n'accepte que les agences immobilières agréées et les promoteurs agréés, parce qu'en fait c'est la loi, donc le métier d'agent immobilier est régi par un décret, le 0918, et il faut remplir certaines conditions et demander un agrément au niveau du ministère de l'Habitat pour pouvoir exercer ce métier. Je rebondis sur cette réponse. Quelles sont, parmi ces conditions, quelles sont celles qui permettent de devenir agent immobilier? En fait, il y a 3 façons. Donc 3 critères majeurs qui ont posé des difficultés en 2009. Donc il faut aujourd'hui soit être universitaire, donc de justifier le gérant de l'agence immobilière, il faut qu'il justifie d'un diplôme universitaire. S'il ne peut pas, donc il a l'obligation de prendre en CDI un universitaire. Et pour la demande de l'agrément, donc il va verser ses diplômes dans la demande. Sinon, il faut justifier de 5 ans d'exercice en tant qu'agent immobilier pour pouvoir être agréé. Et c'est ça, au fait, parmi les problèmes de notre marché immobilier, cette anarchie, cette flambée des prix, cacophonie, on peut le dire. Toutes ces parties prenantes, on parle de Smassalia, qui exercent illégalement dans le marché immobilier. C'est pour ça, au fait, j'ai prévu tout un chapitre pour les Smassalia. C'est pour ça, au fait, qu'on a pris la décision, même si on a moins d'annonceurs, mais on donne de la visibilité aux professionnels qui doivent être les seuls éligibles à faire des transactions immobilières. Et c'est surtout ce qui va aider l'économie, parce que nous allons en parler tout à l'heure, parce que ça va éviter aussi le piège de l'informel des Smassalia, mais on y reviendra tout à l'heure. Je vais plutôt me concentrer sur vous maintenant, sur l'homme derrière tout ça, qui, M. Lotfi Ramdani, a commencé peut-être par votre parcours d'études. En fait, moi, j'ai fréquenté l'ENI, donc ESI aujourd'hui, anciennement l'ENI et anciennement le CERI. L'une des meilleures écoles en Algérie. L'Institut national de formation en informatique. Donc, je suis informaticien de formation. Tout s'explique. Et après, au fait, je finis mes études en France. Je fais un master en système d'information. Et j'y habitais pendant 10 ans. Donc, système d'information, vous ne l'avez pas fait, par exemple, à Montpellier, parce qu'il y a une... Non, à Paris. Okay. J'ai fait mes études parce qu'il y a oui. Il y a l'université de Richter, je crois, à Montpellier 1, qui est spécialisée en système d'information. Il y en a plein. Il y a 13 universités à Paris qui font presque toutes des branches informatiques. Mais c'était Paris 11. C'était un concours de circonstances. J'avais aucune envie de partir ailleurs, mais c'était j'avais mon binôme et les camarades de classe qui s'inscrivaient pour partir. Donc c'était, on s'est inscrit, on était accepté, on était parti. Vous êtes laissé aller par. En fait, c'était plus pour tester, pour voir comment ça se passe ailleurs que c'était une immigration choisie à proprement parler, ou pas. C'était vraiment l'expérience et de voir. Et l'idée, c'était de finir mon master et revenir en Algérie. Mais après, là, j'étais conseillé pour y rester un petit peu, d'avoir une expérience. Et on dit toujours en Algérie que c'est toujours bien d'avoir des diplômes français pour venir en expérience et ça vous ouvrira des portes, etc. Moi, personnellement, j'en ai 2 de diplômes français et ça n'a pas vraiment changé ma vie. Non, c'est ce qu'on disait, en tout cas, c'est ce qu'on nous vendait. Oui. En fait, en commençant à travailler, c'était très difficile de revenir tout de suite. Donc, j'ai passé quand même une dizaine d'années, je me suis marié, j'ai mes enfants en France, etc. Après, on a décidé de revenir. Et entre-temps, j'avais créé le CRIA. Parce que j'étais déjà en France quand je l'ai créé. Donc en 2009, j'étais toujours en France. Et voilà, l'idée c'était... Parce qu'au fait, quand on est à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en fait, on est un peu stimulé par tout ce qui se fait là-bas. En France, il y a plein de sites qui font ça. Ils sont spécialisés. Vous avez Se Loger, le PAP, le Meilleur Taux. Il y en a une vingtaine de références. Et c'est vrai qu'en regardant en Algérie, c'était la remarque que on n'a pas un site spécialisé. On a beaucoup de sites de petites annonces, mais on n'a pas un site spécialisé dans l'immobilier. C'était là l'idée de créer un site qui répondrait un petit peu à ses aspirations. En tout cas, il était très apprécié
Et j'espère toujours aujourd'hui d'essayer de répondre aux questions des Algériens en ce qui concerne l'immobilier en général. Donc du coup, vous n'êtes jamais passé par la case salarié? Si, c'est en France, j'étais salarié, j'étais pas mon propre patron, mais même en rentrant en Algérie, j'étais... parce qu'en fait, en France, j'ai fait aussi beaucoup de choses. C'est mon défaut, j'aime bien tester un peu tout. Et on m'avait toujours posé la question, pourquoi faire de l'immobilier? Parce que vous êtes... Mais après, quand on a fait des études supérieures, en fait, on nous inculque pas une science particulière, même si on le fait en se spécialisant, mais une manière de réfléchir. C'est intéressant parce que... Et quand on est ingénieur, en fait, on peut s'intéresser, même si on est informaticien de base, on peut s'intéresser aux médias, on peut s'intéresser à l'immobilier, à d'autres secteurs, et on a cette facilité, au fait, d'aller chercher à la source, de s'informer, de monter en compétence et d'apprendre sur le tas pour être excellent dans un autre domaine qui est notre formation initiale. Ça me parle parce que moi aussi, je me suis, les 10 dernières années, je me suis un peu éparpillé, pas dans le mauvais sens du terme. Je voulais aussi, je suis très curieux, je voulais aussi essayer plusieurs choses. Et on n'arrêtait pas de me dire, mon entourage me disait que c'était mauvais, qu'il fallait se spécialiser dans quelque chose de précis. Est-ce que vous pensez qu'il faut tout de suite se spécialiser ou au contraire essayer de tâter un peu le terrain, savoir déjà pourquoi on est, pour quel domaine on est doué, quoi? J'en pense en rien. En fait, normalement, dans d'autres pays, on ne parle pas de l'Algérie malheureusement, cette découverte, on l'a fait quand on est jeune. Moi, je me rappelle mon fils, quand il avait 18 mois, il était inscrit à un truc. Il y a un suivi déjà préalable. Oui, à la mairie. Il faisait une initiation en musique, initiation à la peinture, à 18 mois. Donc, on voit bien la différence parce que le dernier est né en Algérie. Donc, il y a cette différence entre quand on est initié. Après, c'est là on va découvrir est-ce que je suis fait pour la musique ou est-ce que je suis fait pour la peinture. On découvre nos sensibilités, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est l'éducation nationale qui devrait faire tétiller ses sens. Et de vous faire émerger une tendance. Et après, normalement, quand vous êtes à la fac, ou en tout cas quand vous aurez votre bac, vous avez déjà, vous voyez déjà, vous avez, et malheureusement en Algérie, souvent, en tout cas même moi quand j'ai eu mon bac, on a fait ce qu'il fallait faire parce que l'informatique marche bien. C'était pas vraiment un choix d'amour de le faire. Mais je le regrette pas, hein. C'est une bonne expérience. Et je regrette rarement mes choix, hein. Et c'est pour revenir, en fait, je me suis versé, je travaillais dans une banque internationale et j'étais spécialisé dans la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Et j'en ai passé quelques années et quand je suis entré en Algérie, j'ai postulé à la Banque d'Algérie et j'étais inspecteur et je contrôlais un petit peu les institutions financières et je me suis passé à la banque et toujours dans le blanchiment d'argent et financement de terrorisme et système d'information parce que c'était aussi ma formation. Pour vous dire un petit peu, quand je suis rentré, j'étais salarié pendant un petit moment. Et après, voilà, les contraintes de toute administration algérienne qui est connue par tout le monde. Donc, j'ai fait que j'ai quitté, je me suis consacré à mon business à 100%. Donc du coup, El Kelia était votre première entreprise. Expérience, oui. Expérience entrepreneuriale, d'accord. C'est ça. C'était le premier saut dans le vide. Dans le vide, non, mais en fait, on prend toujours des risques quand on décide de ne plus être salarié. C'est un risque à prendre. Après, c'était la rat race. En fait, quand on est salarié, il y a beaucoup d'avantages, hein, parce que quand on sort du boulot, il y a cette partie de rémunération que vous savez que vous travaillez, vous aurez toujours un salaire qui va tomber à la fin du mois et vous n'êtes pas à la merci d'un annonceur ou parce que là on parle de. On reviendra peut-être sur les financements. Et il faut trouver toujours des clients. Vous êtes toujours dans un challenge continuel. Quand vous êtes votre propre d'argent, vous faites travailler aussi des gens. Donc, vous avez une part de responsabilité. Mais quand vous êtes salarié, c'est plus simple. Quand vous rentrez chez vous, vous sortez, vous faites plus rien. Quand on travaille pour soi, on travaille souvent très tard la nuit et on commence très tôt le matin. Donc c'est une expérience. En fait, je peux pas conseiller aux gens de le faire ou ne pas le faire, mais comme on m'avait toujours posé la question, est-ce que c'était intéressant de partir en France ou pas? En fait, chacun a sa propre expérience, chacun comment il vit les choses. Mais c'est toujours bien de voir autre chose. Oui, peut-être pas pour les vacances, peut-être pas pour y vivre. Ça dépend.
En tout cas, moi, je peux pas conseiller quelqu'un. Je peux conseiller oui, c'est une expérience. Allez-y, vous faites votre propre expérience. Après, c'est à vous de décider si vous restez ou pas. Comme pour l'entrepreneuriat, ça dépend. C'est un risque à prendre. Après, il vaut mieux le prendre jeune que célibataire, sans engagement, oui. Etc. Non. On n'a pas une famille derrière. C'est vrai que plus on va dans l'âge, si on se marie, on a des enfants, c'est vrai que c'est plus difficile de prendre des décisions parce qu'on n'est plus seul. Les décisions, il faut les prendre à deux. Si on a des enfants, donc il faut les mettre dans le cadre de la décision, etc. Donc, mais c'est toujours intéressant d'être son propre patron et de prendre ses décisions et d'aller chercher des opportunités, etc. Vous parliez tout à l'heure de besoins. Donc, comment vous actionnez vos décisions entrepreneuriales? Est-ce que vous êtes de ceux qui écoutent le marché, ou est-ce que vous êtes des entrepreneurs qui créent le besoin pour le combler ensuite? En fait, on répond souvent à un besoin parce que, en fait, on a des fois, il y a peut-être 5 ans, on avait l'idée de créer un système d'envoi de colis avec les passagers. Parce qu'on voit, il y a un vrai besoin, on a une forte communauté à l'étranger. Après, on a développé la plateforme, et c'est bon, mais on n'a jamais mis en service parce qu'en étudiant le marché et la mentalité d'Algérienne, en fait, pour que ça puisse marcher, il faut avoir une confiance entre l'expéditeur et celui qui va vous prendre la marchandise. Et en tout cas, à ce jour, notre étude du marché a relevé que c'est très difficile de faire adhérer des Algériens de prendre des médicaments, même s'il est rémunéré, etc. Donc il y a on peut avoir de bonnes idées qui peuvent marcher, mais pas tout de suite. Il faut peut-être les mettre de côté. Il y a un ami, il s'est lancé dans le même créneau. Et ça a duré 6 mois et il a arrêté parce qu'il ne pouvait pas faire décoller son business. Voilà. C'était aussi une question de timing ? Souvent, oui. Souvent, il faut être à l'écoute des consommateurs aussi. C'est des consommateurs, que ce soit pour l'immobilier ou un autre secteur. Et voilà, s'il n'y a pas de maturité du marché, après, pour créer le besoin, il faut être un géant pour pouvoir créer le besoin. Il faut beaucoup de finances pour créer beaucoup de publicité, beaucoup de produits innovants, pour pouvoir essayer de créer un besoin. Mais quand le besoin est là, et les besoins ils sont énormes en Algérie, donc il suffit on l'a vu avec beaucoup de startups aujourd'hui qui marchent bien. Quand on parle de les taxieurs à la Yassir ou autres. Il y en a plein. Et du coup, voilà, il y a un besoin et ça répond à un besoin spécifique et ça marche bien. Même si le modèle d'Uber, où tout le monde s'est inspiré, il est déficitaire aux États-Unis et il se diversifie aussi. Il fait plus que le transport des personnes, mais il fait le transport de marchandises, de commandes, etc. Donc même si on s'est basé sur un modèle pas forcément rentable dans son pays d'origine. Peut-être que maintenant il n'est plus rentable. Mais après, je crois qu'au départ il était. En tout cas, aujourd'hui en Algérie, ça marche parce qu'il y a un besoin. Parce que voilà, on n'a pas de transports en commun qui sont développés, contrairement à beaucoup de pays développés. Ça, on a une méfiance. Ça répond plus à une gente féminine qui est plus. Elle est plus sûre de prendre quelqu'un qui connaît. Il y a une traçabilité du conducteur. Demain, elle est presque certaine qu'elle ne sera pas agressée, etc. Donc, il y a des vraies problématiques. Voilà. À prendre en considération. Après chacun, donc si le marché est là, il a répondu favorablement à ces demandes. Voilà, l'entrepreneuriat, des fois, on entreprend quelque chose qui ne marchera pas. Donc, on n'aura pas que de réussites. Ça fait un petit moment, j'avais regardé le film sur McDonald's. Il avait fait maintes créations qui n'ont jamais marché jusqu'à trouver l'idée du McDo. Il n'y a pas que McDo, il y a Starbucks aussi qui a... Donc souvent, en fait, c'est des échecs, beaucoup d'échecs. Après, on apprend et on trouvera le bon besoin qui répond... Mais le modèle américain, c'est connu que, dans le modèle américain, en tout cas, l'échec est un diplôme. Après, c'est pas un automatisme en Algérie ou voire en France où on est souvent. Pire, c'est les pays asiatiques où l'échec. Ils refusent l'échec. Les gens se suicident parce qu'ils n'ont pas atteint un objectif. C'est plus. Après, c'est culturel aussi. Mais on apprend de ces échecs. Parlez-nous un peu du site El Kelia. Comment vous avez démarré le site, les premières étapes?
C'était l'idée déjà de répondre à un besoin. Après, c'était de voir qu'est-ce qu'il fallait mettre. Donc, on avait commencé avec les fiches explicatives de logement public, etc., de permis de construire, là où les gens devaient se déplacer pour avoir une information, ou pas du tout, parce que voilà, ils tombent sur la mauvaise personne. Et tout est écrit, en fait, tout est réglementaire, tout est quelque part dans un journal officiel. Donc l'idée, c'était d'aller voir ce qui existait exactement et de le vulgariser, de le simplifier et de le mettre. Après, en fil en aiguille, on a essayé les annuaires et ça a bien marché, donc ça nous drainait beaucoup de trafic et on s'est mis à faire de l'actualité, etc. Après, dernièrement, on avait fait donc les annonces immobilières pour les professionnels et en fait, ça s'est construit de petit temps. Et on est à l'écoute du marché et on essaye de se diversifier à chaque fois et de répondre à toutes les demandes. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles lors de la mise en œuvre du projet Al-Kharia, si toutefois pas forcément. En fait, les obstacles qui existent aujourd'hui pour tout le monde, je pense, surtout parce que nous, on existe exclusivement sur le net, que ce soit pour Al-Kharia ou pour Média DZ, c'est le financement, en fait. Parce qu'on est dans le Al-Kharia, c'est un peu plus parce qu'on a des abonnements, donc les agences immobilières elles payent pour être présentes chez nous. Après, la publicité, c'est un vrai problème en Algérie parce que voilà, c'est pas transparent, c'est pas évident de trouver des sponsors et c'est le problème de presque tous les sites qui existent aujourd'hui, qu'ils soient spécialisés ou pas. Ça, le plus grand blocage, au fait, c'est obstacle, c'est vraiment le financement, le modèle, le business plan quand on n'existe que sur le net, c'est très difficile de trouver des sponsors. D'accord. On va parler, vu qu'on est un peu pressé par le temps, on passe directement au marché immobilier en Algérie. J'aimerais que vous me disiez quelques mots par rapport à ça. Comment se porte le marché immobilier en Algérie ? Déjà, j'ai une question moi qui me taraude personnellement. Pourquoi les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter depuis pratiquement 10 ans ? Parce qu'au fait, ça répond le marché immobilier algérien, comme tout marché dans le monde, il est régi par une règle d'offre et de demande. D'accord. Tant que le gap entre l'offre et la demande est grand, tant que les prix ne cesseront pas d'augmenter. On parle aujourd'hui d'un manquement de 150 000 logements. C'est ce qu'on a écrit, oui. En fait, nous, on se base principalement sur la nouvelle demande annuelle, sur le nombre de mariages. Parce que, en connaissant la société algérienne, on est demandeur de logement quand on se marie. C'est vrai. Donc, ça avoisine les 400 000 demandes. Et le premier promoteur en Algérie... Par an, oui. Okay. Ah oui, on se marie chaque année. Hein. Ça beaucoup. On se marie beaucoup en Algérie. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on a une population très jeune aussi. Oui, mais c'est un vrai problème, au fait, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi. On a 1 million de naissances par an. Donc, il faut les nourrir, leur trouver du travail et de les loger. Et ça veut dire 1 million de naissances aujourd'hui. On a une demande annuelle qui avoisinera toujours les 400 000, voire les 500 000 pendant 20 ans. Donc c'est un vrai challenge et le problème, c'est ça, c'est une vraie problématique parce que entre l'offre et la demande, donc soit on est capable d'offrir beaucoup plus de logements et ça aujourd'hui c'est pas demain la veille parce qu'on n'a pas un outil, on n'a pas le foncier qui va avec. L'Algérie n'est pas peuplée partout, c'est un vrai problème. On vit dans une petite partie de l'Algérie, des 2 millions de kilomètres et ça c'est une vraie problématique. La privatisation serait une solution? Oui. Nous, je l'ai écrit même ici chez vous, sur le HuffPost, je pense que c'est une contribution qu'il faut que l'État arrête de construire des logements. Il faut donner ça aux promoteurs immobiliers. Bien sûr, il faut les accompagner un petit peu. Mais il faut que ça redevienne un marché sain, avec des règles transparentes, et ça sera l'offre et la demande. Et voilà, aujourd'hui, on a cette demande qui est galopante parce qu'on a des naissances, on se marie beaucoup. Après, c'est pas bien ou mal. Je suis pas là pour dire aux gens ne vous mariez pas ou n'ayez pas d'enfants. Mais après, normalement, ça devrait être une politique d'État, comme ça a été le cas en Chine. Hein. Et comme ça a été le cas en Algérie aussi, il fut un temps. Hein. Vous pensez qu'il faut ouvrir le marché Non, mais je pense que, en fait, on a deux variables. Donc on a l'offre et la demande. Donc soit on fait baisser la demande,
Et ça, si, on peut, s'il y a une politique de réduire les naissances, de pas réduire, d'encadrer, comme on en parlait dans les années 80, réguler. Oui. Peut-être on arrivera à mieux maîtriser la démographie en Algérie. Il y a peut-être des solutions plus faciles. Après, je ne sais pas. Je suis pas là pour proposer. Je vous dis ce qui existe. Donc, on a une équation à deux variables. Donc, soit on fait baisser la demande. Ça, il y a des mécanismes pour les faire. Après, on est prêt à les faire ou pas. C'est halal ou haram, ou il faut les faire ou pas. Je rentre pas dans ce débat, mais je vous dis qu'il y a cette solution ou pas. Oui. Après, il y a l'offre. Et là, c'est l'État qui doit produire plus. Et produire plus, pas forcément à Alger ou à Tizi ou à Oran ou à Naba, parce que le foncier, c'est un vrai problème. Il faut construire un peu partout dans l'Algérie. Et les anciens gouvernements, ils avaient lancé le chantier de 50 zones industrielles. Et je pense vraiment que si ça se concrétise, ça sera une vraie solution, parce qu'en allant créer de l'emploi, de la richesse un peu partout en Algérie, il y aura un besoin de créer du logement là, et on sera réparti un peu partout en Algérie. Et ça va faire baisser les prix parce que le gap entre l'offre et la demande baissera. Mais aujourd'hui, on a toujours un déficit entre 100 000 et 200 000 logements par an. Donc les prix ne cesseront d'augmenter, sauf s'il y aura une vraie crise économique où les gens ne pourront plus acheter et ils ne pourront plus louer. Et là, il y aura une baisse déjà qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'acheter. Que pensez-vous des projets ça me fait penser aux projets de logements sociaux de type LPP, ADL. Est-ce que vous pensez que ce type de logements sont effectifs pour le modèle algérien? C'est-à-dire que est-ce que c'est étudié en fait de façon démographique et de façon, par rapport aux régions et... Ça m'étonnerait. En tout cas, à ma connaissance, non. J'allais dire par rapport aux cultures différentes qu'a le pays, quoi. En tout cas, ça m'étonne. Non. D'après mes connaissances, il n'y a pas une étude dans ce sens. Mais le problème, c'est au fait... Par exemple, dans le Sud, vous l'aviez dit, je crois, sur TSA, dans le Sud, on refuse d'habiter un bâtiment, par exemple. Ils ont raison, parce qu'il y a du terrain. Donc, c'est pas logique d'habiter un bâtiment de 30 étages quand on a 1000 hectares disponibles. Mais on ne le fait pas, hein. Les logements dits sociaux, logements publics, à Ouargla par exemple, c'est des maisons individuelles, il n'y a pas de bâtiment. Donc ceux qui nous gouvernent quand même, ils ont un certain raisonnement logique, en tout cas sur ce point. Non, le problème qui se pose, c'est qu'on a inculqué à l'Algérien une culture de la propriété, même si on n'a pas les moyens d'être propriétaire. Et quand on voit un peu partout comment ça se passe, il faut avoir les moyens financiers pour être propriétaire. Je ne dis pas que c'est pas bien. Vous parlez de taxes Non, je parle de l'accès au logement. Parce qu'aujourd'hui, l'ADL, vous êtes propriétaire. Oui. L'LPP, même s'il est cher, l'LPP, c'est entre 1 milliard et 1,2 milliard. C'est pas donné à tout le monde. C'est la classe moyenne supérieure, comme il aimait la désigner l'ancien ministre. Et le problème en Algérie, c'est qu'on a fait comprendre aux Algériens que même celui qui habite un logement social, il a le droit de l'acheter à 100 millions de centimes. Et ça, c'est une aberration. Parce que quand on achète un logement à 100 millions de centimes et qu'on touche, si on habite un logement social, moins de 24 000, on n'a certainement pas les moyens pour entretenir ce logement. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des cités délabrées en Algérie. Parce qu'on a ouvert la propriété à beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens financiers d'être propriétaires. Et après, ils n'ont pas créé de syndic de copropriété parce qu'ils ne peuvent pas, même s'ils voulaient, payer des charges. Aujourd'hui, les OPJ qui louent des logements sociaux, sur les 600 000, il y a moins de 25% qui payent les loyers, qui sont entre 800 dinars et 3 000 dinars. Donc, je veux dire, vraiment, c'est une classe, qui est défavorisée. Et voilà, on a inculqué à l'Algérien qu'il faut être propriétaire pour ne pas être en crise. Bon, à chaque fois, quand on me parle de crise de logement, je pose la question, est-ce qu'on a défini la crise? Et ça, en Algérie, la crise pour les Algériens, si on n'est pas propriétaire, on est en crise de logement. Et si on arrive à créer un vrai marché locatif pour les gens qui ne peuvent pas être propriétaires, et faciliter l'accès aux logements promotionnels qui seront exclusivement construits par des privés, là, on pourra réduire les prix et donner une chance à tout le monde pour avoir un toit. Faciliter le marché locatif, ça peut aussi passer par le transfert
de l'argent qui est dépensé pour bâtir et peut-être en faire des aides locatives, justement? C'est possible, mais avec les caisses vides aujourd'hui, j'imagine pas qu'il y aura des transferts. En tout cas, c'est pas pour demain. Un mot sur les 10 Massalia, on en a parlé tout à l'heure. Ces fameux Massalia qui font grimper les prix, augmenter les prix parfois de 20 à 30% en comparaison au prix qui devrait être sur le marché. Donc du coup, il crée une inflation qui n'est même pas réelle. Oui. Et ils sont pris au final à leur propre jeu parce qu'au final aussi, eux aussi, ils peuvent se transformer en acheteurs potentiels. Mais c'est le propriétaire, en fait, c'est les personnes qui passent par ces gens qui n'ont pas cette vision. Parce que lui, il veut vendre rapidement. Parce que en fait, l'agent immobilier, il prend 1% de la transaction. C'est rien. Tandis que ce Massalia, c'est rien. Donc sur le milliard, il prend 10 millions de centimes. Mais c'est un pourcentage qui est universel. Il est régi par la loi. D'accord. Donc c'est 1%. Et ce Massalia, il prend pas les 1%, parce que les 1%, c'est le propriétaire qui va vendre, qui va les payer. D'accord. Il va les payer, donc il va les soustraire de la transaction. Mais ce Massalia, il dit non. Moi, vous voulez la vendre à 1 milliard, je vous la vends à 1 milliard, et après, lui, il peut prendre 20-30%. Et c'est ça le problème. Le propriétaire, il pense faire une affaire, mais après, quand le propriétaire, il sera locataire ou il sera demandeur de logement, il va l'acheter à 20%, 30% de plus. Et c'est ça le piège, au fait, de ce Massalia. C'est que il a l'impression, le propriétaire, de faire une bonne affaire, oui, à l'instant T, mais à l'instant T plus 1, il sera perdant de 30% et il fait traîner avec lui toute une économie, tout un pays. Donc c'est un cercle concentrique dans lequel on se retrouve. C'est ça. Mais après, il y a beaucoup de solutions. Il faut que déjà les agences immobilières montent en compétences parce qu'on n'a pas une confiance en l'agent immobilier. Encore une fois, la privatisation. Non, c'est déjà privé, mais au fait, il faut qu'il y aura plus de contraintes, qu'il faut qu'il fasse des études, des formations, qu'il maîtrise un petit peu mieux la loi. Il y en a, on ne dit pas qu'on n'a pas d'agents immobiliers qui sont bons, mais c'est pas la majorité. Il y a beaucoup de gens qui donnent une mauvaise image du métier d'agent immobilier. C'est toute une panoplie de solutions à trouver pour répondre à un marché en demande. Quand est-ce qu'on pourra en Algérie louer au mois? On a fait Est-ce que c'est possible? On a fait les TRIH. Les TRIH. On a saisi les parlementaires, tous, que ce soit Mouarada ou Moualet du temps, donc le RND, le FFS, le TEJ, le PT. On a écrit à tout le monde parce que c'est un article dans le Code civil et on avait demandé aux parlementaires, tous les 400, de faire un amendement du Code civil en ajoutant seulement que le paiement se fera par mois. Et l'avance annuelle sera interdite, simplement. C'est très simple, ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien aux parlementaires. Ils ne l'ont pas fait, tous. Donc, et ça ne coûtait rien, donc on ne sait toujours pas pourquoi. Et voilà, mais cette solution, il faut l'accompagner en fait parce que le propriétaire, il faut le rassurer aussi. Donc on avait proposé des assurances de loyer impayé, de cautionnement, etc. On n'a pas proposé donc on n'a pas privilégié que le locataire, mais on pense aussi au propriétaire parce que c'est grâce au propriétaire qu'on a un marché locatif. Donc on avait proposé on avait proposé aussi qu'on ouvre le débat avec les parlementaires, avec d'autres experts, pour trouver une solution. Mais malheureusement, on n'a rien reçu, en espérant peut-être avec une deuxième République, on sera plus écouté. On est vraiment rattrapé par le temps. Un dernier mot. Peut-être que vous voulez parler de votre autre site, Média des Aides. En fait, on a lancé novembre dernier un nouveau site, donc le Média des médias, Média des Aides. On s'intéresse aux médias, donc on est un peu critique. On fait la promotion quand on voit que le contenu ou une radio ou un journal est performant. On essaie de suivre un petit peu ce qui se passe pendant le Ramadan, les caméras cachées, les scandales qu'on a. Voilà. On essaie de donner la parole, de décrypter un petit peu pour les Algériens et pour le monde, parce qu'on est souvent appelé par des médias internationaux pour décrypter un petit peu ce qui se passe au champ médiatique algérien. Il faut savoir qu'on a beaucoup de journaux, on a 200. Entre titres et magazines. On a beaucoup de sites internet, on a 200 aussi, sites internet d'information. Il y a vraiment une effervescence. Après, on essaie d'orienter un petit peu, d'aider un petit peu le lecteur, que ce soit pour les programmes télé ou on essaie de mettre en exergue les bons journalistes, les formations pour les journalistes, etc. Donc notre cible, c'est les journalistes et aussi le grand public, ceux qui s'intéressent aux médias.
Donc vous faites de l'accompagnement aux C'est ça. Et journalistes. on a d'autres produits. Au fait, on fait de la veille, des produits payants qu'on vend à des veilles, oui, de la veille pour les sociétés. Donc une presse électronique, papier et audiovisuel. Monsieur Moudali, merci. C'était très plaisant d'échanger avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Quant à vous, chers auditeurs de Radio Am, je vous dis à la semaine prochaine. Sahaf Torkom et à la revoyure. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.